a dû faire face notamment à une gestion face à des prélèvements importants de l'usage agricole. Et il a fallu trouver les équilibres entre les différents usages. Donc c'est monsieur François Bordeaux qui est directeur du cycle de l'eau, à qui je laisse la parole. Merci, bonjour à tous et tous. Petit retour d'expérience en 2022 d'un presque manque d'eau, mais évité heureusement de justesse suite à une concurrence avec l'irrigation qui n'est pas nouvelle. Donc, je vais vous présenter en deux mots le territoire de Charpentruelle pour que vous le connaissiez un peu mieux. C'est 140 000 habitants, 66 communes. On est à cheval sur les deux agences, Seine-Normandie et Loire-Bretagne, un peu plus sur Seine-Normandie que Loire-Bretagne, mais il s'avère que le secteur où on a des soucis, justement lui aussi à cheval sur Seine-Normandie et Loire-Bretagne. Un forage qui était privé d'eau sur Loire-Bretagne et un sur Seine-Normandie des communes voisines. Donc, on a une zone urbaine de 90 000 habitants, alimentée par 5 forages et une prise d'eau dans l'heure. C'est assez rare dans des prises d'eau des secteurs, contrairement à la Bretagne, avec 3 stations de traitement, suivant les cas de figure, parce qu'on a quand même pas mal de problèmes de nitrate sur la côte. Et on l'a traité. Et une zone périurbaine avec beaucoup plus diffuse, avec 50 000 habitants environ et 30 forages. On a mené un schéma, on a les compétences depuis 2013, en eau et assainissement d'ailleurs, global, et on a donc mené un schéma directeur qui a été fait en 2017, et depuis on a commencé bien sûr à diagnostiquer, à améliorer la qualité en menant des interconnexions, notamment liées au contentieux de nitrate eau potable, et aussi pour la sécurité d'alimentation. On a pour l'instant à peu près 30 millions de travaux, mais on a encore pas mal à faire. Nous, PGCSE, doivent s'achever normalement en 2023. Le cœur du sujet, les tensions estivales qui sont majeures. On verra après sur une petite carte pourquoi. On a une zone urbaine qui est alimentée bien sûr par un petit peu la prise d'eau, mais c'est plutôt une sécurité cette prise d'eau maintenant, alors qu'à l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'était l'alimentation principale. On a de gros forages, enfin 2 gros forages, un au sud, un au nord, et il se trouve que celui qui est au sud est complété par 2 petits forages, justement pour sécuriser, diluer l'eau et améliorer la qualité de ce forage principal. Ce sont les forages S2 et S3 qui diluent le forage S1. On a aussi des problèmes de nitrate et un petit peu de pesticides. La dilution est quand même déterminante pour délivrer une eau satisfaisante en termes de qualité. C'est sur nos forages S2 et S3 qui sont en pleine bosse, en pleine zone agricole, et l'irrigation est très très importante là-bas, et l'auteur en quelque sorte de doubler son prélèvement entre la mise en œuvre de ces forages en 2012 et maintenant. Donc on a 50 000 m3 par jour qui sont prélevés par en gros seulement 18 forages juste à côté de, pas très loin de ce forage, des forages S2 et S3, et qui mettent à l'arrêt le forage S2 et quasiment le forage S3 de mi-juillet à mi-août. Tous les problèmes qu'on a connus. Alors, un petit schéma pour vous montrer l'alimentation de notre zone urbaine. La zone urbaine, c'est la patate bleue. C'est une zone surpressée, on n'a pas de château d'eau, alimentée, comme je vous l'ai dit, majoritairement par un forage au nord, et donc la surpression de VV Nord, et un forage au sud, la surpression de VV Comtesse, qui est alimentée de façon assez complexe par le forage S1, l'usine des réservoirs qui traite l'eau de l'Eure, et le forage S2 et S3, qui sont impactés par l'irrigation. Tout ça pour dire, voilà, c'est un schéma qui a été monté, un mode de fonctionnement qui a été monté, qui est historique, et qui a été monté petit à petit, et dont on aperçoit aussi certaines limites. Voilà. Heureusement, on voit une petite flèche verte, interconnexion survoise, interco-survoise, ça nous a sauvé la vie l'année dernière. Voilà, puisqu'on a depuis le schéma directeur acquis une nouvelle ressource, enfin réalisé de nouveaux forages qui vont nous amener un peu d'eau. Donc c'est ce qui est en vert et qui passe en partie en vert et qui va ramener par la suite de la sécurité sur notre production. Mais bon, les forages ont commencé à être créés en 2017, 2017, 2018. Le temps qu'ils soient en œuvre, que les travaux soient faits, c'est toujours pas fait. Et seule l'interconnexion survoise qui va être fonctionnelle dès l'année dernière. Par contre, la situation va s'améliorer avec
avec les années à venir. Donc, pour en venir à nos pénuries, elles ont été évitées de justesse en 2022, mais on avait déjà eu le cas par le passé. Dès qu'il fait sec l'été, l'irrigation fait baisser en gros d'1 mètre le niveau de la nappe et on ne peut plus exploiter nos forages puisqu'on a dans notre arrêté de DUP une cote limite à ne pas dépasser pour ne pas dénoyer une couche argileuse qui protège justement la zone de la crête qui, elle, permet de garder une bonne qualité. Donc c'est important de ne pas dénoyer. Je précise que nous avons cette limite, les forages agricoles n'ont aucune limite. Et ils sont autour pour autant. Donc en 2019, on a vu aussi, on n'en a pas trop parlé parce qu'on a réussi à gérer comme on a pu, parce que l'usine Poulor a pu compenser en fait, le fait qu'on ait moins d'eau sur le sud pendant une bonne partie de l'été, en gros du 15 juillet au 15 août. Et la prise d'eau était en travaux. On a vu des problèmes d'effondrement et du coup on ne pouvait pas se servir de l'heure. Et du coup on a été très juste. À 1 ou 2 jours près, ça passait plus. Même à moins que ça, une demi-journée près, ça passait plus. Mais c'est passé, donc on a vite oublié. En 2020, rebelote. Cette fois-ci, on a pu se servir dans la prise d'eau, mais c'est l'usine Poulor qui a eu un incident et du coup on a passé de justesse. Mais la prise d'eau, cette fois-ci, a réussi à compenser, parce qu'on a pu se servir de l'heure. Mais en 2022, là c'était plus compliqué. L'étiage de l'heure était très marqué. On n'a pas eu beaucoup de pluie sur la Chartres. On a eu des petits orages qui ont mis un tout petit peu d'eau, mais suffisamment pour nous amener les eaux de ruissellement dans l'heure. Donc on avait une teneur en hydrocarbures trop élevée, on ne pouvait pas traiter l'eau de l'heure. Et en plus, comme le débit était bas et qu'on avait des prélèvements suffis, une eau de qualité, hein, bien sûr, par l'ARS, on avait aussi des teneurs en bactéries très élevées, on ne pouvait pas se servir de l'heure et on a donc placé de justesse avec nos ressources et surtout grâce à notre interconnexion, la petite flèche verte que je vous ai montré, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une interconnexion sur le schéma directeur qui a été en service 2 jours avant qu'on n'ait plus la ressource, avant que l'irrigation démarre. En gros, l'irrigation démarre, c'est physique. On baisse d'1 mètre la nappe et on peut plus se servir de notre forage S2 qui nous permet de diluer, donc d'avoir une bonne qualité. Le problème, c'est que cette interconnexion sur forage nous amène l'eau avec des perchlorates, donc on délève une eau de moins bonne qualité. C'est là où on voit que l'aspect quantitatif rejoint aussi l'aspect qualitatif. En gros, dès lors qu'il y a un mélange, les deux sont intimement liés. Et en général, en eau potable, les deux sont effectivement très liés. Quand on a des problèmes sur l'un, on a aussi des problèmes sur l'autre. Donc la DDT, les services de l'État n'ont pas été inactifs. Bien sûr, ils ont réagi et en créant un groupe de techniques sécheresse spécifiques qui complète le comité sécheresse avec la DDT, qui supporte l'organisme libre syndicalisé européen. Et heureusement, et bien sûr, l'ARS, donc Chartres Métropole et CMO, puisque bon, on est en situation tendue, il faut bien dire, ceux qui nous ont mieux défendus, heureusement, c'est l'ARS. C'est pour ça que j'ai accepté d'être ici témoigner. C'est parce que c'est vraiment important qu'il y ait des gens qui connaissent l'eau potable et qui défendent l'eau potable. En préfecture, c'est parfois plus compliqué. Il y a tellement d'enjeux, l'intérêt économique. Voilà, ça peut être compliqué. En mettant toutes ces potentielles querelles sous la table, on arrive à travailler, heureusement, mais les choses se sont bien passées et ont été gérées au mieux. Pour expliquer, on voit sur cette carte la zone urbaine, la zone plus dense, on le voit, et la zone en tout circuit de route, c'est la zone d'influence. On a mené 2 études en 2019 et 2020 avec une étude qualifiée pour délimiter les zones d'influence, en ayant des relevés et une collaboration des irrigants. Il faut aussi le noter. Pour avoir les niveaux numériques hebdomadaires, à travers de la Chambre d'agriculture qui les collectait, pour essayer quand même de traiter le problème et de trouver des solutions. Bon, à ce jour, on n'a pas encore trouvé la solution, mais on continue de travailler parce que voilà, il y a quand même beaucoup de prélèvements SSO sur toute cette zone, y compris notre forage S1 qui est un forage principal. On prélève pour Chartres Métropole 4 millions de mètres cubes par an en 12 mois et très peu en tout cas rien, pas beaucoup moins en juillet, et l'irrigation prélève pendant les 4 mois d'irrigation en gros 9 millions de mètres cubes, presque le double de nous en très peu de temps, ce qui explique que ça déprime complètement la nappe. Donc voilà, la zone jaune, c'est ce qui est le plus proche de nos forages, et la zone circuit de rouge, c'est d'autres forages un peu plus lointains, mais qui ont quand même une influence sur nous, d'après les études qu'on a pu mener.
pour illustrer ça, ce sont nos capteurs qui sont sur nos forages, en l'occurrence le forage principal est de Beaujolais, qui est suivi en permanence par le capteur. La ligne rouge, on voit, c'est les 129, la cote qu'on ne doit pas dépasser. On voit qu'à partir de... Et la ligne, comment dire, les hachurés, si je puis dire, bleus, c'est les pompages, ce sont les pompages. Donc, on voit qu'ils s'arrêtent à peu près au 15 juillet, et après la nappe continue à baisser avec l'irrigation sur ce schéma. On voit qu'à un moment elle remonte, elle repasse au-dessus de la ligne rouge. On a eu un orage qui a fait que l'irrigation a été arrêtée, mais et hop, tout de suite la nappe remonte, tellement la pression est intense, mais pas suffisamment pour qu'on redémarre notre captage. En août, par contre, ça se poursuit aussi de cette façon-là, on monte progressivement, et on voit qu'à partir du 15 août à peu près, les hachurés bleus recommencent, ce sont nos pompages. On a commencé à repomper, sachant que normalement, on limite nos pompages beaucoup en été. Normalement, on est à 180 m3, là on tournait à 60 m3. On fait énormément. On a pu redémarrer pour autant à partir du 15 août. Donc, tout ça pour montrer cette concurrence, cette tension estivale, malgré les modes de gestion qu'on essaie de mettre en œuvre, on a un vrai problème. Et voilà. Alors les prévisions pour 2023, parce que tout ça n'est pas fini. La nappe de la Craie qu'on exploite est très basse, il n'y a pas être en charge, même à ce jour. Du coup, on est très pessimiste. Alors, pour une fois, les obstacles administratifs, la gestion administrative va peut-être nous aider. Cette nappe de Beauce est gérée par un UGC, parce qu'on est dans le SAGE nappe de Beauce, qui gère la nappe de Beauce, qui est au-dessus de la nappe de la Craie. Mais administrativement, voilà, on n'a pas été vraiment capable de différencier apparemment la nappe de la Beauce de la nappe de la Craie. Donc, tous ceux qui prélèvent dans la nappe de Beauce et de la nappe de la Craie sont gérés par les mêmes contraintes. Donc, en gros, par la nappe de Beauce. La nappe de Beauce est basse aussi, donc il devrait avoir un droit de pompage qui serait moindre, de l'ordre de 60% par rapport à l'autorisation. Donc, on espère avoir un petit peu moins de prélèvements. Le rationnement a été adapté pour 2023, donc ça se passe un peu mieux. Mais bon, on est quand même pessimiste parce que la plupart des forages capent et la Beauce et la Craie. Notre sécheresse estivale continue à se réunir mensuellement pour trouver des pistes de solutions, mais en quelques mois, c'est pas possible. Donc la piste majeure, comme je mentionné, il s'agit de sécuriser, on va chercher à sécuriser notre zone urbaine pour avoir plus de redondance. L'optimisation des rendements se poursuit. On a un rendement qui est de l'ordre de 85%, donc on n'est pas dans les meilleurs, on n'est pas très mauvais quand même, on ne peut pas dire qu'on reste plus haut. Mais on continue à essayer de l'améliorer pour se rapprocher des 90%. Donc voilà, il n'y a pas de gabegie, de gaspillage de peut-être, ce qui a été dit au départ. Mais on continue bien sûr à garantir pour économiser l'eau. Bien évidemment, beaucoup de messages de communication par la population et les interdictions, bien évidemment, les interdictions de l'usage de l'eau pour limiter les ressources en eau, enfin la consommation d'eau. Mais comme ça, comme nous allons relancer la recherche d'eau en essayant d'utiliser un horizon 2050, appliquer un coefficient de moins 10 à moins 20%, vraisemblablement sur toutes nos ressources, pour essayer de trouver des solutions. Moralité, je ne sais pas s'il y a une moralité là-dedans, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que comme on est sensibilisé par ces problèmes de tension estivale, il est vraiment très important de sécuriser sa ressource en eau, sur une petite ou une grosse collectivité. Et voilà. Et je trouve que c'est assez absent des débats en ce moment. On a l'impression qu'en demandant en particulier de réduire sa consommation d'eau, de moins servir, de moins consommer, de pas rendre son jardin, tout va se résoudre face au changement climatique. C'est très important, c'est vital que tout le monde le mette dessus. Mais il faut aussi sécuriser la ressource en eau, notamment pour les grosses agglomérations, mais également pour les petites. Pour ça, un des grands absents, c'est la recherche. En tout cas, la diversification de la recherche, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer parce que si ça touche Chartres, ça peut nous toucher un jour aussi. Merci.